Alors, après Le rêve d'un homme ridicule, je vais passer au grand texte politique de Dostoïevski, Les démons. Et en particulier, je vais m'intéresser à un personnage des démons, celui qui va être la victime, celui qui va être assassiné, Chatov. Et en particulier, un épisode de la vie de Chatov lorsqu'il est amené à assister à la naissance d'un enfant. Je vais sans doute faire ça en 3 épisodes. Premier épisode, aujourd'hui je vous parlerai surtout des idées du marquis de Sade. On va faire un détour par le marquis de Sade. Deuxième épisode, le texte sur la naissance d'un enfant. Troisième épisode, les idées générales de Chatov, qui sont les idées politiques de Dostoïevski. Premier épisode. Pour Dostoïevski, l'homme est un être social. Un être social, ce n'est ni un individu, au sens de l'individualisme normatif, ni un simple membre du genre humain. Au niveau du langage, ça veut dire ni l'idiolecte, la langue privée que chacun pourrait s'inventer pour lui-même, ni l'espéranto, la langue universelle. On parle toujours une langue maternelle qui est une langue particulière. Ça veut dire que l'être humain se définit par des appartenances. Et ces appartenances, au départ, sont involontaires. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi sa patrie, on n'a pas choisi sa langue maternelle. Mais ces appartenances peuvent ensuite être assumées. Ce qui veut dire qu'on se fait à ce moment-là le représentant d'une lignée, le représentant d'une patrie, et qu'en parlant une langue, on souhaite qu'elle continue à exister correctement dans le futur. Ça s'appelle la vertu de justice. La vertu de justice, la définition de la justice, c'est rendre à autrui ce qui lui revient. Et en particulier, lorsqu'on a cette dette spéciale qui est involontaire et insolvable. On a reçu la vie, et le jour où ceux qui nous ont donné la vie auraient besoin d'une vie, c'est-à-dire le jour de leur mort, on ne peut pas leur rendre. Donc la seule façon de payer sa dette, c'est de transmettre la vie à des descendants. On a reçu le nom, et la seule façon, là encore, de payer sa dette par rapport à cette identité, cette inscription dans la lignée, c'est de transmettre le nom sans tache, être à la hauteur du nom. Donc, un nom, ce n'est pas un numéro de sécurité sociale. Un nom, c'est une inscription dans une tradition. Les Grecs appelaient ça le symbolon, le symbolique. Le symbolon, c'était une pièce d'argile que l'on cassait en deux et dont on donnait la moitié à un ami, par exemple, lorsqu'il allait partir en voyage pour un temps assez long. C'était un symbole de fidélité. On avait donc un morceau de terre cuite qui ne servait plus à rien, mais que l'on gardait pour montrer qu'on restait fidèle, qu'on n'avait pas oublié, qu'on n'était pas dans le principe loin des yeux, loin du cœur. Et ce morceau de terre cuite présent faisait penser à l'autre moitié absente. Donc c'est la présence des absents. Cette notion de dette sacrée, qui est d'ailleurs en rapport avec la notion de péché originel, vu qu'elle est insolvable, elle est contraire à la conception libérale de l'homme, pour lequel il n'y a de dette que volontaire et solvable, et elle est contraire à la notion socialiste de l'homme, pour lequel la faute est toujours liée à un contexte social qui en est responsable, mais pas moi. Cette dette sacrée, elle prend 3 formes, par rapport à la lignée familiale, par rapport aux héros de la patrie, et par rapport à la source de l'être, de tous les êtres. Dostoïevski a donc une idée centrale
Pour les progressistes, le propre de l'homme, c'est qu'il peut se déraciner. Pour Dostoïevski, au contraire, le propre de l'homme, c'est qu'il doit préserver ses racines, sa provenance. Citation d'un poète allemand, Hebel, « Qu'il nous plaise ou non de l'avouer, nous sommes des plantes qui ont besoin de racines pour sortir de terre, afin de pouvoir fleurir dans les terres et porter des fruits. » Éther, E-T-H-E-R. Conséquence de tout cela, les institutions ne sont donc pas des contraintes. Les institutions sont au contraire ce qui nous donne notre humanité. Et vouloir vivre sans institutions, vouloir vivre déraciné, comme membre utopique d'une humanité universelle, c'est exactement ce qu'il appelle être nihiliste. En particulier, par exemple, nous sommes redevables de la richesse de la langue et de tous les poètes, tous les romanciers qui ont enrichi cette langue avec de très nombreuses nuances, de plus en plus fines et intraduisibles, et qui nous permettent de communiquer, par exemple, dans les poésies. Donc, vous avez l'idée qu'il y a de nouveau un mystère de l'homme. La naissance d'un enfant n'est pas d'ordre biologique. Elle n'est pas de même ordre que la procréation animale. Elle s'inscrit dans un ordre symbolique. La sexualité devient alliance, déclaration d'amour, serment de fidélité, institution du mariage. La reproduction devient filiation, transmission d'un nom et préférence pour ses proches par rapport au lointain. Si mes enfants meurent, je m'effondre. Si vos enfants meurent, je serai touché, mais ça ne me touchera pas avec la même violence que si ce sont mes propres enfants. Donc on retrouve cette idée qu'il y a un mystère de la venue au monde d'un être libre. Il y a quelque chose en plus dans un enfant humain par rapport à une mouche. Et la question c'est, d'où provient cette différence? Et il y a un mystère de la sortie du monde d'un être libre, quand on se retrouve avec un cadavre qui va se décomposer, il manque quelque chose par rapport à la personne que l'on a connue. Où est passée la différence? Donc dans un cas, naissance, d'où provient la différence? Dans l'autre cas, la mort, où est passée la différence? Alors, pour étudier ces questions-là, on va passer par un détour avec le Marquis de Sade. Premier texte du Marquis de Sade, La philosophie dans le boudoir. Je vous lis un extrait. Nous allons sans doute humilier ici l'orgueil de l'homme en le rabaissant au rang de toutes les autres productions de la nature. Mais le philosophe ne caresse point les petites vanités humaines. Qu'est-ce que l'homme? Et quelle différence y a-t-il entre lui et les autres plantes? Entre lui et tous les animaux de la nature? Aucune, assurément. Fortuitement placé comme eux sur ce globe, il est né comme eux, il se propage, croît et décroît comme eux, il arrive comme eux à la vieillesse et tombe comme eux dans le néant, après le terme que la nature assigne à chaque espèce d'animaux en raison de la construction de ses organes. Il y aura alors tout autant de mal à tuer un animal qu'un homme. Assurément, il faut laisser la nature faire, mais ce sont ses impulsions que suit l'homme quand il se livre à l'homicide. Première idée, l'homme est un animal comme les autres, une plante comme les autres, un paquet d'atomes comme les autres.
pas de différence qualitative. Deuxième idée, les atomes dont l'homme est composé existaient avant sa venue au monde et existeront après sa disparition. Et du point de vue des atomes, il ne se sera rien passé. Principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Troisième idée, l'homme est un produit de la nature et la nature c'est le règne du hasard. Et le propre du hasard est d'être stupide, de n'avoir aucune intention, aucun projet. Lorsqu'un pneu éclate par hasard sur l'autoroute, on ne cherche pas de responsable, on ne cherche pas de coupable. Idée suivante, l'homme n'a donc aucune dignité surnaturelle. Et vu qu'il est un animal comme les autres, une plante comme les autres, il n'y a pas plus de mal à tuer un homme qu'un animal ou une plante. Et en plus de ça, dernière idée, vu que la nature, c'est le règne de la cruauté, les impulsions cruelles que j'ai en moi proviennent donc de la nature. Et la nature ne veut pas être coupable. Donc les impulsions que j'ai en moi sont innocentes. L'envie de détruire provient de la nature qui n'arrête pas de détruire. Alors on va illustrer ça par une fable. Hier, j'écoutais une très belle musique de Mozart. Une mouche faisait du bruit, m'embêtait, je l'ai capturée, je l'ai prise par les ailes et je l'ai fait brûler le plus lentement possible pour la faire souffrir avec une bougie. Aujourd'hui, j'écoute la même musique de Mozart. Il y a un enfant qui fait du bruit dans la rue. Je le capture et je le fais brûler le plus lentement possible dans la cheminée. Pourquoi m'accusez-vous du second fait et pas du premier? Alors que vous me dites que l'homme provient du singe, qui provient de la mouche, qui provient de l'amibe, qui provient des atomes. Donc, soit il y a des sauts qualitatifs entre les ordres dans la nature, mais à ce moment-là, il faut m'expliquer comment la nature peut produire de telles ruptures d'ordre. Comment la nature peut avoir un tel pouvoir créateur. Soit il n'y a que des différences de complexité d'organisation, mais sur le même plan, et alors l'homme est un sous-ensemble des animaux, qui est un sous-ensemble des plantes, qui est un sous-ensemble des atomes. Ce qui veut dire au passage que les sciences humaines ne sont que des chapitres dans la biologie, et la biologie n'est qu'un chapitre dans la physique. Et toutes ces organisations sont produites par le hasard et la matière. La notion même de dialectique de la nature n'a aucun sens. Il n'y a pas de plus à l'arrivée par rapport au départ, sinon il faut m'expliquer quelle est la source du plus. Et à ce moment-là, il faut mettre un créateur au fond secret de la création et au fond secret de la créature. Deuxième texte du Marquis de Sade, tiré des prospérités du vice. Répétons-le sans cesse, jamais aucune nation sage ne s'avisera d'ériger le meurtre en crime. Pour que le meurtre fût un crime, il faudrait admettre la possibilité de la destruction. Et nous venons de la voir inadmissible. Encore une fois, le meurtre n'est qu'une variation de forme à laquelle ni la loi des règnes, ni celle de la nature ne perdent rien, à laquelle l'une et l'autre de ces lois gagnent prodigieusement au contraire. Et pourquoi donc punir un homme de ce qu'il a rendu un peu plus tôt aux éléments, la portion de matière qui doit toujours leur revenir, et que ces mêmes éléments emploient, dès l'instant qu'elles leur rentrent, à des compositions différentes. Une mouche
est-elle donc d'un plus grand prix qu'un pacha ou qu'un capucin? Il n'y a donc aucun mal à rendre aux éléments les moyens de recomposer 1000 insectes aux dépens de quelques onces de sang détournés de leur canot ordinaire dans une espèce d'animal un peu plus grand qu'on est convenu de nommer homme. Donc, seconde fable. Hier, j'ai planté un paquet d'atomes nommé couteau dans un paquet d'atomes nommé ventre, un paquet d'atomes nommé sang a jailli sur le sol et a nourri des centaines de paquets d'atomes nommés asticots. Pourquoi m'accusez-vous d'avoir fait du mal au premier paquet d'atomes nommé homme, alors que je n'ai fait que recycler des atomes et donc accélérer un peu une décomposition qui devait arriver de toute façon un peu plus tard, et que j'ai fait du bien au paquet d'atomes nommé asticot. Du point de vue de l'homme, c'est vrai que les animaux et les plantes peuvent être considérés comme des moyens utiles ou nuisibles par rapport à l'homme, qui serait donc la fin, le but. Mais du point de vue des asticots, présents dans le cadavre d'un homme, c'est l'homme qui est moyen, et c'est l'asticot qui est la fin. Pourquoi le point de vue de l'homme serait-il supérieur à celui de l'asticot? Lorsque l'homme affirme que son point de vue sur l'asticot est supérieur à celui de l'asticot sur l'homme, il est juge et parti. Il n'est pas neutre, il n'est pas objectif, il est dans le préjugé. C'est même à l'heure actuelle ce qu'on appelle un préjugé spéciste, anthropomorphe, donc ça n'a aucune valeur. Troisième série d'extraits du Marquis de Sade. Rien n'est aussi indifférent sur terre que de commettre le bien ou le mal. Écoutons la nature sur un objet aussi intéressant, et que les lois des animaux bien plus rapprochés d'elle nous servent un moment d'exemple. Ce qui est intéressant d'abord à noter, c'est que nous sommes exactement dans l'inverse de la pensée de Rousseau. Il s'agit dans les deux cas de prendre la nature comme modèle, sauf que chez Rousseau, la nature se définit par la bonté, chez Sade, elle se définit par la cruauté. Mais dans les deux cas, la nature est supposée être le fondement de la morale. On va donc prendre la nature comme modèle, et comme les animaux sont moins pervertis par les préjugés religieux, par les superstitions, par les interdits sociaux, prenons modèle sur eux. Or, chez les animaux, qu'est-ce qui règne? Le droit du plus fort. Dans la nature, lorsqu'un lion attaque un troupeau d'antilopes, il ne se dit pas « Ah, cet antilope-là est malade, ça serait quand même trop lâche d'attaquer une antilope malade, je vais plutôt choisir une qui se porte bien. » Il attaque l'antilope malade. Et un boa, quand il déglutit une proie, il ne se dit pas « c'est quand même un peu cruel d'avaler une proie vivante ». Donc, prenons la nature comme modèle, la nature, c'est la cruauté. Texte suivant. La cruauté n'est autre chose que l'énergie de l'homme que la civilisation n'a point encore corrompue. Elle est donc une vertu et non un vice. Problème que se pose aussi Rousseau. Citation de Rousseau. S'il suffisait pour devenir le riche héritier d'un homme qu'on n'aurait jamais vu, dont on n'aurait jamais entendu parler, et qui habiterait le fin fond de la Chine, s'il suffisait de pousser un bouton pour le faire mourir, qui de nous ne pousserait pas ce bouton pour amener la mort du mandarin?
Donc, si jamais je suis sûr de l'impunité, si jamais il suffit de pousser un bouton, même si jamais il suffisait de souhaiter la mort de quelqu'un que je ne connais pas et qui habite en Chine, un mandarin chinois, je suis sûr de l'impunité. Personne ne saurait que c'est moi. Qui résisterait à la tentation? On retrouve un problème déjà posé par Platon dans ce qu'on appelle le mythe de Gygès, qui explique que personne ne fait le bien par l'amour du bien, on ne fait le bien que par crainte de la punition. Et quand je suis sûr de l'impunité, personne ne résisterait à la tentation. Citation suivante de Sade. La vertu, le vice, tout se confond dans le cercueil. Donc, l'esprit provient de la nature. La nature n'est faite que d'atomes et de hasard. Tout s'éteint à la mort. Donc, ce qui existe avant ma naissance m'est totalement indifférent. Ce qui existera après ma mort me laisse totalement indifférent. Pour moi, ça n'a rigoureusement aucune importance. La seule chose qui compte, si jamais j'éprouve une jouissance criminelle, c'est de ne pas me faire prendre. Le seul problème, c'est d'échapper à la loi. Avant-dernière citation. Ne crains point l'infanticide. Ce crime est imaginaire. Nous sommes toujours les maîtresses de ce que nous portons dans notre sein. Dans la jouissance sexuelle, l'une des craintes qui perturbe cette jouissance, c'est la crainte de tomber enceinte. Ne te fais pas de soucis. Tu as le droit d'avorter avant la naissance. Tu as le droit de tuer l'enfant après la naissance. L'enfant n'est pas une créature, l'enfant est une production. Le producteur est le propriétaire, il a donc le droit de disposer de sa production à volonté. Dernière citation de Sade. La source de toutes les erreurs en morale vient de l'admission ridicule de ce fil de fraternité qu'inventèrent les chrétiens. Mais il est impossible d'admettre cette doctrine. Ne naissons-nous pas tous isolés, je dis plus, tous ennemis les uns des autres, tous dans un état de guerre perpétuelle et réciproque. Donc, la religion est une aliénation, la religion est une invention ridicule qui culpabilise la vie. Il faut libérer le plaisir de vivre contre la religion, et le plaisir de vivre, c'est le plaisir le plus proche possible de la nature, le droit du plus fort. Il n'y a pas de lien social. Il y a encore moins de lien social fondé sur un lien religieux. Il faut détruire cette notion de fil de fraternité. Nous ne sommes pas tous frères parce que nous n'avons pas tous le même père. Nous sommes tous isolés et nous sommes même tous ennemis les uns des autres. Il faut revenir à ce que Hobbes appelle l'état de nature, et le règne de l'état de nature, c'est Homo homini lupus. Prochain épisode, la naissance d'un enfant vu par Chatov. Alors j'en arrive maintenant à ce texte de Dostoïevski dans Les démons, le passage dans lequel Chatov assiste à la naissance d'un enfant. Alors je ne vous présenterai pas cette fois-ci Chatov très rapidement.
Chatov, c'est la traduction romanesque du personnage réel d'Ivanov qui a été assassiné par le groupe de Netchaïev. Et c'est Chatov qui est le porte-parole des idées de Dostoïevski. Chatov, c'est l'homme bon. Il a été pro-occidental. Progressivement, il a évolué vers des idées slavophiles, exactement comme Dostoïevski, et donc il va devenir suspect au groupe des terroristes. Chatov a été abandonné par sa femme, qui revient, parce qu'elle-même a été abandonnée par le groupe des terroristes, elle est enceinte, elle va revenir auprès de son ancien mari pour être protégée et pour accoucher. Donc, 3 personnages dans cette scène, Chatov, sa femme, la sage-femme. Chatov, donc, l'homme bon, qui est en train de changer d'opinion politique. Maria, la femme de Chatov, qu'il n'a pas vue depuis des années, qui a été abandonnée et qui trouve refuge auprès de son mari qui l'accueille avec joie alors qu'elle l'a trompé avec l'un des chefs du groupe terroriste. Et enfin, la sage-femme, Arina, dont le mari fait partie du groupe terroriste, qui est nihiliste, athée, qui se moque de la religion, mais qui est la meilleure sage-femme de la ville. Et Chatov l'a invitée à venir aider l'accouchement de Maria. Tout ce texte se résume dans une formule 1 + 1 = 3. Je vous lis le texte. Et soudain il perçut un nouveau cri qui le fit tressaillir et se lever d'un bond. Le cri d'un petit enfant faible comme fêlé. Il se signa et se précipita dans la chambre. Arina tenait un petit être rouge et ridé, sans défense, pitoyable, à la merci du moindre souffle, telle une poussière, mais qui criait, et agitait ses bras et ses jambes comme s'il voulait proclamer son droit à la vie. Maria semblait évanouie. Mais au bout d'une minute, elle ouvrit les yeux et jeta à Chatov un regard étrange, un regard tout nouveau, qu'il ne pouvait pas encore comprendre et qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. « Comme il est joli !» murmura-t-elle faiblement en souriant. « Réjouissez-vous, c'est une grande joie !» marmonna Chatov, que quelques mots de Marie au sujet de l'enfant avaient plongé dans une sorte de ravissement béat. « Une grande joie ? Qu'est-ce que vous me racontez là ?» s'écria gaiement Arina. L'apparition d'un nouvel être est un grand mystère, un mystère incompréhensible, Arina, et c'est dommage que vous ne le compreniez pas, bredouilla Chatov comme ivre. On eût dit qu'il n'avait plus sa tête à lui et que les paroles jaillissaient de ses lèvres en dépit de sa propre volonté. Ils étaient 2. Et voilà qu'apparaît un nouvel être humain, un nouvel esprit, complet, achevé, tel qu'il n'en a jamais été créé, mais humain. Une nouvelle pensée, un nouvel amour. C'est même terrible. Il n'y a rien de plus grand au monde. Quel flot de paroles! Il s'agit tout simplement du développement de l'organisme. Il n'y a là rien d'autre, aucun mystère. À ce compte, la moindre mouche est déjà un mystère. Mais voilà ce que je vous dirais. Il vaudrait mieux ne pas mettre au monde d'êtres inutiles. Avant de faire des enfants, commencez par changer tout, de façon qu'ils ne soient plus inutiles. Tandis que maintenant, il vous faut le porter après-demain aux enfants trouvés. Je ne le porterai pour rien au monde aux enfants trouvés, dit d'un ton ferme Chatov, les yeux à terre. Vous l'adopterez ? Il est déjà mon fils. Voilà. Texte tout à fait surprenant, à mon avis superbe, de Dostoïevski sur la naissance d'un enfant. Il y a donc 2 points de vue qui s'opposent. Arina, la sage-femme,
est matérialiste et socialiste. Pour elle, il n'y a pas de différence entre la mouche et l'homme. C'était exactement la thèse de Sade. Dans les deux cas, il s'agit d'un phénomène banal, naturel. On retrouve exactement la thèse aussi qu'on avait déjà vue dans le cas du crime. Ce qui compte, c'est le statut social de l'enfant. Droit de ne pas mettre au monde d'êtres inutiles. Ce qui pose quand même un problème. Qui va définir l'utile? Et pour réaliser ce droit de ne pas mettre au monde des êtres inutiles, il faut changer tout. Donc on retrouve Le Palais Cristal et le roman de Tchernijevski, Que faire? Ça, c'est le premier point de vue. Second point de vue, Chatov. Pour Chatov, au contraire, la naissance d'un enfant suscite un enthousiasme. Étymologie du mot enthousiasme, théos, être saisi par le divin, rencontrer le surnaturel. L'enfant, c'est une poussière, donc un être nul dans l'infini. Une poussière, pour la tradition juive et chrétienne, ce n'est pas neutre, ça fait référence à la Bible, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais c'est une poussière qui a un droit. C'est une poussière qui a une valeur infinie. C'est un événement. C'est un futur être libre. C'est un événement qui dépasse toutes les causes naturelles. Aucun rapport entre la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. C'est un événement religieux. L'enfant n'est pas un produit. On ne fait pas un enfant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un enfant n'est pas un objet appartenant à ses parents. Au contraire, ce sont des parents qui sont au service de l'enfant. Donc, 1 plus 1 égale 3. Avec la naissance de l'enfant, il y a apparition d'une nouvelle personne, une personne morale, la famille. Apparition d'un tout qui est plus que l'addition des membres du tout. Et c'est ce tout qui va faire sa place à l'enfant, qui va l'intégrer dans une lignée, qui va lui donner de l'amour et une identité. Thèse de Kant, un animal peut être traité sans scandale comme une marchandise, on peut acheter un chien, ça a un prix. Un être humain est une personne. Un être humain n'a pas de prix, il a une valeur infinie. C'est ce qui fait qu'on peut acheter les produits d'un homme, mais pas un homme. L'enfant n'est donc pas une production naturelle, l'enfant est une créature, une création. Autre idée importante dans ce texte, on a un rapport au sublime. C'est terrifiant, c'est grandiose, ça laisse sans voix. C'est donc au sens étymologique, là encore, ce qu'on appelle une expérience. Ex periri, passer à travers le périlleux. Donc une expérience, c'est pas l'expérience d'un objet. L'expérience, c'est ce qui transforme le sujet. Les deux adultes, Chatov, Aria, vont être métamorphosés, vont être intégrés dans cette personne morale. Si on traduit ça en termes biologiques, on dirait la fonction crée d'organes. Si on traduit ça en termes sociologiques, on dira l'habit fait le moine. Ils sont métamorphosés par la nouvelle fonction. Ça implique qu'un enfant, ça a 3 aspects. Il y a un aspect naturel de la naissance d'un enfant. Toutes les femmes savent que la grossesse, ça peut être lié à la nausée, ça peut être lié à des douleurs de l'accouchement. Tous les parents savent qu'il peut y avoir des ressemblances physiques entre l'enfant et les parents, la couleur des yeux, etc. Ça, c'est l'aspect naturel de la naissance d'un enfant. Deuxième niveau, il y a un aspect social de la naissance d'un enfant. À l'époque de Dostoïevski, quand il écrit son roman,
l'accouchement, c'est le secret des femmes. Un homme n'assiste pas à un accouchement. Ce sont les sages-femmes qui viennent. Donc Châteauff reste hors de la chambre. Heureusement que ça a changé depuis. Et il n'entre dans la chambre que lorsqu'il entend le cri. Ça, c'est l'aspect social. Puis troisième aspect, et c'est là que Dostoïevski veut en venir, il y a un aspect surnaturel de la naissance d'un enfant. C'est ce que Kant appelle le sublime. Le sublime se distingue du beau, et le sublime s'oppose au dégoûtant. Un accouchement, ça peut être vécu comme dégoûtant ou comme sublime. Le beau, c'est le domaine de l'harmonie. Le beau, chez Kant, c'est le rapport entre l'imagination et l'entendement. Le beau, c'est le temple grec. Le sublime, au contraire, c'est le rapport entre la raison et l'imagination. Non pas l'entendement et l'imagination, mais la raison et l'imagination. Et le sublime, c'est toujours l'expérience de la démesure. Le sublime, les exemples romantiques que l'on donne, c'est le déluge, la tempête, l'avalanche. Ce qui risque toujours de vous emporter complètement, mais ce qui vous fait découvrir que vous êtes d'un autre ordre, ce qui vous fait découvrir votre propre liberté. Donc le sublime, c'est ce qui déborde l'imagination. L'imagination fait des efforts pour arriver à atteindre les trois idées de la raison, l'idée d'âme, l'idée de monde, l'idée de Dieu, et elle n'y parvient pas. Mais dans cet échec, elle découvre sa propre liberté. Le texte de Dostoïevski veut nous dire la naissance d'un enfant, c'est l'expérience du sublime. Ça transcende complètement l'aspect naturel, ça transcende même l'aspect social. Un enfant, c'est un futur être libre. Et c'est ça qui est mystérieux. Comment un futur être libre peut-il sortir du ventre de sa mère ?